Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver mercredi 18 décembre avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité, les médias entre 10h et 11h. Bonjour Gilles Gansman. Et bonjour les frères Bogdanov. Bonjour oui, Igor, bonjour Grishka. Merci d'être avec nous. Bonjour Gilles. On va parler de votre projet de chaîne YouTube. C'est plutôt très intéressant et je pense que ça va intéresser beaucoup nos auditeurs puisqu'on a parlé il n'y a pas très longtemps d'émissions scientifiques et ça fait partie des émissions que les gens regrettaient. Et puis votre livre, Le visage de Dieu, donc c'est un livre qui a déjà été publié il y a quelques années, 2010. Mais c'est une version illustrée qui sort pour Noël. Et actualisée. Parce que la science évolue, change. Parce que la science évolue et qu'en 2010, nous n'avions pas encore recueilli les résultats du satellite Planck. Le satellite Planck qui avait été lancé en 2009 et qui avait donc pour mission de fouiller la région la plus lointaine de l'univers, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle en physique le fond diffus, c'est-à-dire en réalité le bébé univers. En 2010, on n'avait pas encore accès aux données. Aujourd'hui, en 2014, et même jusqu'en 2018, les données du satellite Planck ont été rendues publiques et évidemment nous en faisons mention dans ce livre de façon assez importante parce que ce sont des données et des informations qui concernent vraiment toute notre vision de l'univers. Et l'univers est infini. Non, il n'est pas infini. Il n'est pas infini. Il y a un bout, il y a quoi derrière le bout? Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de découvrir, nous le disons depuis longtemps, mais ça vient d'être confirmé par une revue scientifique, Nature, que l'univers est rond. En fait, pendant très longtemps, on a pensé qu'il était plat comme la table, comme on dit. En fait, non, il est rond, c'est-à-dire qu'il est exactement comme la Terre, avec une dimension de plus, bien sûr. Oui, mais il est rond. C'est-à-dire que si, par exemple, vous allez tout droit devant vous, un jour, vous reviendrez sur vos pas. On va parler de tout ça dans un instant avec vous. Est-ce que vous regardez la télé ? Ça nous arrive de temps en temps, mais enfin, on la regarde de manière assez moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup moins la télévision, on la saisit à la demande, si on peut dire, sur les réseaux, sur YouTube et ailleurs. Donc, en effet, l'acte de consommation de télévision a beaucoup changé. Mais vous regardez, est-ce que vous regardez les plateformes, des séries, Netflix, des choses comme ça ? Oui, Netflix, évidemment, c'est devenu incontournable. Il y a Amazon Prime, on va tous les citer, OCS, voilà. Absolument, oui, tout à fait. Et ça nous permet, en effet, d'accéder aux films, d'accéder aux séries. Mais la télé en tant que telle, l'objet télé... L'objet télé, non. Alors, franchement, moi, je ne la regarde plus du tout. Hier soir, vous avez fait quoi ? Vous n'avez pas regardé la télé ? Non, en fait, pas du tout. Hier soir, nous étions tout à coup bloqués dans les embouteillages. Ah bon, pas toute la soirée quand même, si ? Non, une bonne partie, parce qu'on revenait d'un petit peu loin et tout d'un coup, c'était compliqué. Mais de toute façon, c'est vrai que la télévision aujourd'hui, qui est un mode de consommation passive, est supplanté par ce qu'on appelle les nouveaux supports, les nouveaux médias, le numérique qui prend le relais. Et donc, on n'est plus du tout dans cette situation. On est très actif maintenant quand on regarde Et vous ne regardez pas votre pote Cyril Hanouna, alors vous êtes fâché. Avec Cyril Non, au contraire. On aime bien Cyril, il nous aime bien, je pense. Oui. Et on a un lien avec lui qui passe par l'humour, beaucoup. Ouais. Alors hier soir à la télévision, on vous donnait les audiences, rappel des audiences que vous retrouvez tous les matins à 9h20 avec Rémi Pernolet. En tête hier, c'était TF1 avec France, c'était hier TF1, 4,90% de part de marché pour la série française Crime Parfait avec c'est France 3 en fait. Non, c'est France 3. C'est France 3. C'est France 3. C'est France 3, c'est effectivement TF1 mais comme c'est un TF1 copier-coller. Voilà, voilà, je suis pas aidé. C'est France 3 qui est arrivé en tête avec la série Crime Parfait. Philippe Carrois, 4 90 000 téléspectateurs, c'est excellent score. Magnifique. Effectivement, le gadin, c'est pour TF1 avec seulement 2 413 000 téléspectateurs pour Los Angeles Bad Girls. Peut-être qu'il y en a un petit peu marre de ces séries qui sont un petit peu sur le même modèle. En tout cas, celle-ci, elle ne fonctionne pas du tout. Deuxième position, c'était France 2 avec la pièce de Laurent Ruquier avec 2 718 000 téléspectateurs pourvu qu'ils soient heureux. C'est 700 000 de plus que la semaine dernière avec le doc de Yann Arthus Bertrand. Oui, sur les réseaux sociaux, c'était ils se sont fait très allumés. Oui, puis avec c'est une pièce avec Fanny Cotenson. C'était quand même relativement mal joué. C'était, les textes n'étaient pas terribles. Et M6 avec En Famille spécial Noël, 2 604 000 téléspectateurs, 11,2% de part de marché. Ça a plutôt bien marché, effectivement. Donc bon, vous n'avez pas regardé la fiction. On vous a jamais proposé de tourner vous avez déjà tourné dans des fictions ? Ah oui, absolument. Oui. On nous a proposé ça à 3 reprises. D'abord, Grishka, tu avais 18 ans, et on lui a proposé, c'était Robert Bresson. Il a proposé un film dans dans Le Diable, un rôle. Probablement. C'était très intéressant. Et malheureusement,
en fait, j'étais bloqué par Sciences Po, parce que je faisais Sciences Po, et donc... quand j'ai demandé au directeur de m'absenter, il m'a dit, mais t'es côté, c'est pas possible. Ouais. Donc vous l'avez pas fait. Plus près de nous, quand même, il y a eu, on l'avait reçu dans Temps X, John Glenn, qui était le réalisateur de James Bond, qui nous a proposé de jouer un rôle. On a été jusqu'à Pinewood. Vous seriez formidable dans les deux méchants. On était les méchants. Dans Octopussy, on devait jouer. Et finalement, donc, malheureusement, la direction de la chaîne, quand on a été consulté Jacques Mousseau, qui était donc le patron de la jeunesse, qui nous répond, ah non, écoutez, vous êtes en contrat, c'est pas possible. Ou alors vous avez un délit énorme à payer. Bon, donc du coup, on n'a pas. Bon, ça ne devait pas se faire. La première fois, il y avait Star Wars aussi. Ah oui. Star Wars. Ah bon, vous avez proposé Star Wars. Là, vous n'avez pas tout lâché pour partir faire Star Wars. On aurait dû. Bah oui. On aurait dû, parce que rebelote, TF1 nous dit, mais non, vous pouvez pas partir pendant 4 mois à l'autre bout du monde. Vous pouvez pas. Et on a dû, malheureusement, revenir vers George Lucas et lui dire, Hi George, it's impossible, we can't. Mais franchement, mais oui, parce qu'on était sur le tournage, c'est nous qui avons fait ce qu'on appelle le feature film de l'Empire contre-attaque. Et donc on était avec toute l'équipe, Mark Hamill, Harrison Ford, ils étaient tous là, et George Lucas. Et Lucas nous remarque, il nous dit, vous avez des personnages, vous êtes des personnages. Vous semblez venir d'ailleurs. Écoutez, il faut qu'on discute, venez. Et puis, au bout de 2 jours, il nous propose de jouer dans le 3e opus de la Guerre des Étoiles. C'est quand même pas rien. Incroyable. Et à noter que ce mercredi sort le 9e épisode de Star Wars. Vous allez y aller, vous allez bien sûr. Oui. On est des fans de la première. Vous êtes des fans de la première. Moi, je crois pas que vous n'ayez pas tout lâché pour aller tourner dans Star Wars. Franchement, on le regrette aujourd'hui. Ouais. On le regrette. On se dit, mais bon sang, on aurait dû tout au moins pendant 4 mois. Et puis, je pense que TF1 nous aurait pas fait le procès, même s'il le menaçait à l'époque en disant, vous allez voir ce que vous allez voir. Si vous partez, vous ne reviendrez plus jamais. Enfin bon. Vous auriez pris la vedette à Yoda. Voilà, vous soyez des stars intergalactiques. Votre première fois à la télé, c'était quand? La première fois qu'on vous a vu? C'était avec Daniel Gilbert. Ah oui? Oui, c'était avec Daniel Gilbert dans Midi Première. On a été interviewé pour un livre, le premier d'ailleurs, que nous avions publié à l'époque, qui s'appelle Clés pour la science-fiction. Et c'était très vite derrière Yves Mourouzi, sur le journal de 13h de TF1. Ah oui. Et ça, c'était quelque chose de très important. C'était la grand-messe de TF1. Et oui. Il y avait à l'époque 6 à 8 millions de téléspectateurs. C'était quand même très gros. Et il nous a reçus aussi pour ce livre. Et à partir de là, s'est enclenchée la machine, puisque il nous propose de rencontrer Henri Marc et Bernada, qui étaient les patrons de l'info à l'époque sur TF1. Et on a créé comme ça une première émission avec, donc, sous le condominium, d'Imourouzi, le dimanche à 12h30. Et les différents sujets qu'on a faits ont vraiment eu du succès. Et c'est à ce moment-là que la direction de la jeunesse nous a dit, écoutez, créons Temps X. Créons Temps X. Bon, et puis on va en reparler on va en reparler de Temps X. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie, Igor et Grishka, c'est parti pour le zapping du jour. Et évidemment, l'actu du jour, c'était les manifestations hier. Battons le pavé à Lille, Martine Aubry n'a pas aménagé le gouvernement. Je pense qu'il faut une réforme pour plus de justice sociale et pas une réforme financière. Voilà. Et là, c'est qu'une réforme financière sur le dos des salariés avec cet âge pivot qui est la goutte d'eau. Mais pour moi, la goutte d'eau, elle avait déjà fait déborder le vase. Voilà, sur la pénibilité, sur les femmes, sur des catégories qui vont être extrêmement lésées dans les années à venir. Et puis finalement, on fait porter par nos enfants et nos petits-enfants le fait de garder le système de retraite pour quelques années seulement. Les grévistes qui font évoluer leurs moyens d'action et hier, les premières coupures de courant sont apparues. Dans le cortège, au micro des chaînes info, Philippe Martinez de la CFDT, on n'était pas peu fiers. Les coupures de courant qui sont le fruit de grève, elles sont ciblées. Il peut y avoir à quelques endroits des coupures involontaires. Ceux qui sont plus ciblés, c'est les entreprises du CAC 40, c'est les grands magasins de distribution, ce sont quelques bâtiments publics, préfectures, etc. En aucun cas, on ne cible les citoyens. Hier, sur le plateau de BFM qui organisait un débat entre les syndicats et les membres du gouvernement, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a lâché une bombe. Sachez qu'il n'y aura pas de simulateur, le fameux simulateur pour calculer votre retraite. Mais ils ont quand même, vous allez voir Valérie, trouvé une idée. Si nous avions mis un simulateur en place au mois de septembre, au moment où nous pensions, où nous avancions l'idée que la première génération concernée serait la génération née en 1963. Il se trouve qu'au final, nous avons tranché, c'est la génération de 1975. Donc nous aurions dit à des dizaines
de milliers, centaines de milliers de Français, vous êtes dans cette réforme alors qu'ils n'y sont pas. Cette semaine, dès demain, on mettra en place ce qu'on appelle les CATIP. Et donc, il y aura une quinzaine de CATIP qui seront publiés aujourd'hui. Dans le défilé, définitivement, le métro de New York n'est pas le métro parisien. Sur les quais des New-Yorkais, Valérie, qui rentraient après avoir assisté à un concert de Mariah Carey, ont chanté « All I Want for Christmas is You ». C'est quand même autre chose, Valérie. Alors, à noter que cette musique, elle est sortie en 94, et depuis ce 24 novembre 2019, c'est devenu la chanson de Noël la plus vendue au monde. Et en décembre 2018, par exemple, ça a été sur Spotify plus de 18 millions de téléchargements. Elle a 25 ans, cette chanson, c'est assez fou. Et, elle ne l'aimait pas au début, cette chanson. Après, j'ai vu que ça lui rapportait 11 000 € par jour, ou 11 000 $ par jour de droits d'auteur. Vous n'avez jamais voulu chanter ? Vous avez déjà chanté? Si, on a déjà chanté. On a chanté sur la scène du gymnase, quand on a interprété Big Bang, qui était la pièce qu'on a jouée là-bas pendant quelques mois. Et c'est vrai que Keshka et moi, on a toujours aimé faire des duos comme ça, guitare, banjo, flamenco. Enfin, mais c'est un peu toujours sur un mode parodique. Vous ne prenez pas au sérieux. Pas vraiment, exactement. Pas Alors, sérieux. nos auditeurs sont contents de vous voir et de vous entendre. Ah là là, temps X, toute ma jeunesse, ça fait drôle de voir sur Internet les anciennes émissions, de découvrir qu'ils ont annoncé des objets du futur qui existent réellement aujourd'hui. C'est vrai, ça? Il y a des choses que vous aviez... Il y en a plusieurs, oui, effectivement. On nous parle souvent du fait qu'on a été les premiers en janvier 80, en direct sur TF1, à, on va dire, prévoir l'arrivée d'un système de communication qui s'appellera Internex pour nous et Internet un peu plus tard. Donc c'est vrai que c'est quelque chose dont on avait l'intuition. Il y a eu d'autres intuitions, le téléphone portable par exemple. On a été. Ça, tout le monde en rêvait, en parlait. Moi, je me souviens quand j'étais enfant de rêver de pouvoir voir mon interlocuteur. Voilà. Donc ça faisait. Exactement. Ouais. C'était Star Trek, vous savez qu'ils avaient les téléphones. Exactement, à la main. À la main, on voyait Star Trek. Un jour, on s'est rencontrés sur un documentaire pour Back to the Future. Et vous m'avez dit quelque chose qui était assez intéressant en disant tout ce que l'homme imagine c'est Jules Verne qui a dit ça. Un jour ou l'autre. Tout ce que l'homme a rêvé, tout ce que l'homme a rêvé, d'autres le réaliseront un jour. C'était ça, la phrase de Jules Verne. Et c'est vrai. C'est vrai, parce que le rêve est une sorte d'incantation de la réalité. Le rêve permet aussi de mettre en place le désir de créer les choses dont on rêve. Et je pense que de ce point de vue-là, la science-fiction joue un rôle très important. Alors ce livre, Le visage de Dieu, est paru il y a 10 ans. Vous le rééditez aujourd'hui parce que la science, et il y a un certain nombre de choses qu'on sait, qu'on ne savait pas, c'est ça. Et puis une version illustrée avec qui est peut-être plus accessible pour un plus grand public. Oui, d'une part, ça rend évidemment, via l'image, un service à ceux qui lisent. Ils découvrent des visages, par exemple celui de Alexander Friedman, qui est un Russe qui, en 1922, a été le premier à découvrir les équations qui conduisent à l'expansion de l'univers, et en particulier donc à l'idée d'un Big Bang, d'une origine. C'est la première fois qu'on en parlait. Après, il y a eu l'abbé Lemaître en 1927, et puis il y a eu les preuves du Big Bang. Ce qui est intéressant, et qui est même important aujourd'hui, c'est que nous avons la certitude que l'univers a une origine. Donc vous remettez en cause l'existence de Dieu. Donc, justement, il y a une convergence quelque part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire l'économie de savoir d'où vient l'énergie du Big Bang si on sait que cette énergie s'est développée à un moment très précis, qu'on appelle le temps de Planck, il y a 13 milliards et 820 millions d'années. C'était donc un événement unique. L'univers n'était pas plus gros qu'un atome, et encore bien plus petit que le noyau de l'atome d'hydrogène à cette époque-là. Il était très chaud. Et en 3 minutes à peine, 3 minutes, cette explosion engendre 98% de la matière de l'univers. Alors, certains disent, mais c'est miraculeux. Comment l'univers a-t-il pu être réglé? Comment et par qui? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avant l'explosion initiale, puisqu'elle se produit à un temps très petit, mais qui n'est pas à l'instant zéro? Donc là, il y a des tas de questions qui trouvent leur réponse aujourd'hui, et notamment à la faveur du décryptage, du décodage des résultats du satellite Planck.
Finalement, notre sort, il est scellé. Ça veut dire que le jour où l'étoile, le soleil s'éteint, il n'y a plus rien. Ça va se produire, mais dans très longtemps. Ce sera dans 5 milliards d'années à peu près. Donc d'ici là, on aura trouvé des solutions. On sera parti ailleurs. Il y aura d'autres soleils qui abriteront les lointains descendants de l'humanité d'aujourd'hui. Ça, on sait que le soleil va disparaître un jour quand il aura épuisé toutes ses réserves d'hydrogène. Mais en fait, on sait aussi, alors de manière encore plus globale, que l'univers tout entier un jour finira par s'éteindre. Alors on peut se demander ce qui va rester. Qu'est-ce qui va rester? Les frères Bogdanov. Eh ben voilà. Alors racontez-nous votre projet de version YouTube de Temps X. Vous n'avez pas trouvé une chaîne de télé qui accepte de rediffuser cette émission? Non, on n'a pas cherché. En fait, c'est volontaire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand on se tourne notamment vers la jeunesse, qui est une grande consommatrice de d'émissions scientifiques, ils ne regardent que très peu la télévision, et sporadiquement. Et en fait, ils vont puiser leurs ressources, ces ressources de connaissances, sur Internet. Et donc, on s'est dit, au fond, c'est le support montant. La télévision est malheureusement pour elle descendante. La radio, elle se maintient parce que c'est autre chose. C'est un autre mode de consommation. Mais aujourd'hui, on constate que la radio prend de plus en plus d'importance par rapport à la télévision. Donc, voilà. Ce qui veut dire aussi que quand on regarde du côté de ce qu'on appelle le web, on a la possibilité de toucher tout le monde. Ce qui n'est pas le cas avec le choix très forcé qui est lié à la télévision. Donc nous nous sommes dit, on va aller vers Google, notamment Google France. On connaît la direction de Google France, on a discuté avec eux. Et ils nous ont dit, vous avez une ressource qui est très forte, c'est votre notoriété. Temps X est connu par plus de 30 millions, on a fait un sondage, plus de 31 millions de Français qui connaissent Temps X aujourd'hui, des plus de 15 ans. Donc c'est énorme. À partir de là, eh bien, allons vers ce réservoir, ce trésor, et exploitons-le. Ça veut dire que vous faites cette chaîne avec Google? Oui, alors, on est en lien avec Google, sous une forme miroir, c'est-à-dire qu'on va créer effectivement un miroir sur YouTube, ça c'est évident, mais la totalité de l'émission sera sur le web plus généralisé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'émission dite programme Netflix, c'est-à-dire payante, une pay TV, sur Google, et notamment sur YouTube. Donc, on va trouver un autre système, mais on va créer un miroir. Et on créera peut-être même un miroir avec d'autres chaînes de télévision, cette fois, comme TV5 Monde. Alors, quand je dis miroir, c'est vraiment un programme court, de l'ordre de 4-5 minutes, comme on a fait autrefois sur France 2, parce que sur France 2, on a fait pendant des années sur Rayon X. On va faire la même chose. Donc, on va créer comme ça une sorte de nappe de notoriété. Et parallèlement à ça, le vrai programme, il sera sur YouTube. Restez avec nous, on a un auditeur qui voulait vous parler, donc on prendra Alexandre dans quelques instants, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on commentera l'actualité à 11h. Dans un instant, je recevrai Philippe Glohagen, le fondateur du Guide du Routard, pour 2 très beaux livres. Si vous cherchez encore des idées de cadeaux de Noël, restez avec nous. Et puis Igor et Grishka Bogdanov sont restés avec nous dans le studio. Le Visage de Dieu version illustrée aux éditions Guitre et Daniel va sortir, est sorti d'ailleurs, là aussi pour les fêtes, une bonne idée de cadeau. Et on avait Alexandre en ligne qui souhaitait vous parler. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Je voulais, et merci beaucoup. Je voulais vraiment rendre un hommage à Igor et Grishka. J'ai 60 ans depuis quelques jours, là, et j'ai connu donc Temps X. J'adorais vraiment ça. À l'âge de 19 ans, j'avais déjà plus de 250 livres de science-fiction et Bible et autres. J'ai passé ma vie dans le high-tech et l'informatique, et je les rejoins complètement. Comme j'ai souvent dit dans mes formations, on ne peut créer quelque chose que si on l'a au préalable visualisé, imaginé, rêvé. Et je vais dans le même sens absolument. Il y a une phrase que je répète assez souvent, c'est que la réalité dépasse toujours la fiction. Oui. Un jour ou l'autre, la réalité dépasse toujours la fiction. C'est un petit peu ce qu'on disait précédemment. Bien sûr. Et donc vous aimeriez les revoir s'il y avait une chaîne YouTube, vous iriez voir ce qu'ils font? Écoutez, comme je disais dans les années 89 déjà, oui, dans les années 80, c'est les années 80, 90, oui. J'étais dans l'informatique en boutique en Suisse, à Genève, et je disais aux gens, alors que les premiers portables arrivaient, ordinateurs portables,
arrivaient, je leur disais déjà, la seule limite au niveau informatique, c'est votre imagination. Ouais. Déjà, donc, à l'époque. Alors aujourd'hui, avec toutes les technologies, l'évolution incroyable du high-tech, on va dire, de l'informatique et autres, là, il y aurait des sujets magnifiques à traiter. À traiter, oui. Ah oui. En tout cas, on sent que vous êtes passionné. On a pas mal de réactions. Salut les Bogdanov, toute ma jeunesse, encore une fois. Ils vous adorent, les gens vous aiment beaucoup. Moi, je voulais savoir, puisqu'on est là avec, Merci Alexandre. avec Valérie, quelle va être la prochaine révolution? Alors, vous avez annoncé Internet il y a plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer dans le futur? À mon avis, il y aura 4 révolutions qui sont vraiment déterminantes. La première, c'est la révolution des ordinateurs quantiques. Alexandre parlait des ordinateurs, mais une nouvelle génération va naître, puisque la loi de Moore, aujourd'hui, est atteinte. Donc, je dirais, elle atteint une limite. Le développement des ordinateurs classiques est borné, et il faut les remplacer par autre chose. Il y aura des ordinateurs, d'ici quelques années, 4-5 ans, qui seront 1000 fois plus puissants, et qui vont vous permettre, par exemple, au lieu de prévoir le temps à 2 jours, le prévoir à 3 mois. Vous imaginez le saut, puis de faire disparaître beaucoup de maladies, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième révolution, c'est la révolution... On peut prévoir le climat à 3 mois, parce que quand on a Louis Baudin, il nous dit déjà à 3 jours... Oui, parce que les machines ne peuvent pas intégrer. Mais ce que disait le grand Poincaré, le grand mathématicien, c'est que si on a toutes les données, eh bien, on prévoit le temps de manière exacte. Et c'est ce qui va se passer. Alors, je dis donc pas il y a ça, donc il va y avoir cette révolution. Il y a ça, il y aura une autre révolution très importante, qui est la révolution des sciences de la vie. On a créé un slogan pour ça, Igor et moi, parce qu'on travaille comme conseiller scientifique dans un laboratoire de biochimie moléculaire, et on dit, hier vieux à 80 ans, demain jeune à 150. Et c'est sûr et certain. Non, on va pas aller jusqu'à 150 ans. Mais bien sûr, et bien au-delà. Les retraites, ça va être compliqué pour les retraites et l'argent. Justement, mais justement, il n'y aura plus de problème de retraite, parce que tout le monde sera très, très, très en forme, tout le monde contribuera à l'effort collectif, et il n'y aura plus de possible. Enfin, il y aura plus ces laissés pour compte, qui sont les plus de 60 et quelques, qui disent on ne peut plus travailler. Non, on ne sera fait que de briques de broc, de cœurs en plastique. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que la biologie va changer. C'est pas l'homme augmenté ou bien le transhumanisme classique. C'est bien plus que ça. C'est le fait de reprendre en charge les lois de la génétique, de se reprogrammer complètement et de faire en sorte qu'on soit véritablement vieux, jeune, vieux, si on peut dire. La troisième révolution, c'est celle de l'énergie. On va bientôt dominer le Soleil, mais il y a l'énergie solaire. Il y a autre chose aussi, c'est que l'hélium 3 sur la Lune va nous permettre, une fois qu'on l'aura importé sur Terre, de faire de vraies réactions de fusion thermonucléaire qui permettront d'assurer l'avenir de l'humanité sans aucune radioactivité pour des centaines de millions d'années. Mais c'est radieux. Tout ça, c'est un avenir radieux. Et puis la révolution spatiale, parce que là, dans les 10 ans qui viennent, on aura la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est-à-dire qu'on aura observé la vie ailleurs. Parce qu'on aura les moyens de le faire. Et ça, c'est aussi une révolution épistémologique, parce que jusqu'à présent, on a toujours pensé, est-ce qu'il y a d'autres mondes, etc. À partir de 1995, on a découvert d'autres planètes. Maintenant, on en découvre de plus en plus petites, c'est-à-dire en fait des planètes qui sont comparables à la Terre. Et on se dit, mais est-ce qu'elles sont habitées? On n'a pas encore aujourd'hui la preuve par l'observation que c'est le cas, mais dans les 10 ans qui viennent... Dans les 10 ans qui viennent, on en aura la preuve. Vous êtes certain. On verra. Moi, je vais me téléporter. Voilà. La chaîne YouTube, c'est prévu pour quand? C'est prévu pour le mois d'avril, j'espère le 21 avril, qui était la date de naissance de Temps X. Et YouTube va accueillir, j'espère, c'est YouTube et le web en général vont accueillir donc ces 2 formules d'émission qui, emboîtées l'une dans l'autre, vont faire, j'espère, rêver, mais on retrouvera le vaisseau spatial et on nous reverra en combinaison. C'est plus important. Donc il va falloir tenir la forme jusque-là. C'est la même combinaison? Bien sûr, elle était plongée dans l'azote liquide. Elle n'a pas changé. Merci d'être venu ce matin, Igor Grishka. Mais j'ai du mal avec Grishka, pourtant c'est le nom de mon chat, vous le savez. Igor Grishka Bogdanov, Le visage de Dieu, version illustrée aux éditions Guy Trédaniel, qui est sorti il y a quelques jours. Et puis, on attend le 21 avril avec beaucoup d'impatience. Et dans 10 ans, on va parler avec Merci à vous, merci d'être venu sur Sud Radio. Merci beaucoup. On repart, nous on reste en France avec, dans un instant, Philippe Glohagen, le patron du Routard.